On repart donc. Donc, avez-vous testé ChatGPT? Tu as testé ChatGPT, Clément? Mais bien sûr. L'université Mes parle que de étudiants ça. et moi-même. Oui, oui, oui. C'est vrai? C'est impressionnant. Alors moi j'ai découvert ça il y a, comme tout le monde. Mais tu l'as testé sur quoi? Donc, toi, prof d'éco, etc. Sur deux choses. Un, les sujets de dissertation. Alors écris-moi une dissertation sur l'augmentation de la productivité permet-elle toujours de diminuer le chômage? Et puis, boum, il commence à rédiger une dissertation. Donc je voulais voir si... Et tu lui as mis combien? Parce que le prof, là, qui dit... il avait mis 11,5 à Ouais, moi j'aurais dit ChatGPT. autour de 10. Pareil. Autour de 10. Ah oui, d'accord. Tu lui mets c'est pas brillant, quoi. La difficulté que le... Il y a une version un peu plus spécifique éducation, d'après ce que j'ai compris, mais la difficulté qu'ils ont, pour l'instant, c'est deux choses. Un, de se conformer parfaitement au cadre de la dissertation à la française. C'est-à-dire que chaque formation a des codes très spécifiques et il fait un peu un essai à l'anglaise. Quand même, c'est pas tellement. Comme il y a une grosse partie de la notation quand même sur les codes très rigides de la dissertation à la française, puis qui est pas la même à l'université, à Sciences Po ou en classe préparatoire. Donc c'est vraiment ça. Il a quand même du mal. Et ensuite à calibrer le niveau. Parce que sur un même sujet, on peut faire une disserte terminale ou une disserte d'agrès, quoi. Donc, et c'est ça. Ouais. Et le niveau qu'on demande est très difficile. C'est très difficile pour lui de s'adapter au niveau demandé. Voilà, donc il fait un niveau moyen, on va dire, mais en fait, c'est assez complet sur le fond, mais la méthode, c'est pas vraiment la méthode de dissertation à la française. Ça va être par exemple une étude de cas, c'est beaucoup plus anglo-saxon, et le niveau. Ça, je pense qu'ils devront s'améliorer sur la possibilité de préciser le niveau qu'on veut pour un sujet, par exemple. Ouais, moi, j'ai testé là-dessus. Et puis après, sur des exercices de maths appliqués à l'économie. Et là, il est remarquable. Par contre, sur des exercices de micro, etc., là, les maths il ne fait mentent pas. parfaitement. Et il explique. Et il explique bien. C'est-à-dire que non seulement il résout sans erreur, bon, ça, c'est à la limite, il n'a rien inventé, mais il explique le raisonnement. Il dit attention, il y a des notes pédagogiques. Attention, là, on ne peut pas transférer. Parce que, voilà. Donc, il explique et il résout de manière pédagogique le problème. Bon, tu penses que c'est... Donc je perds mon emploi sur cette partie-là. J'ai encore une chance avec la dissertation. Voilà. Mais je ne savais pas ça. C'est-à-dire que ce cadre très rigide et très strict, c'est des barrières à l'entrée formidables pour l'université française. Exactement. Oui. Mais j'en parlais aussi avec des collègues de maths, vraiment de maths pure. Mis à part quelques problèmes, on va dire, sur la manière dont on pose l'énoncé, etc., où le logiciel n'arrive pas à comprendre vraiment, ou certains pièges qu'on peut poser sur des questions de maths très, très, très difficiles, globalement, non seulement il le résout bien efficacement, mais il détaille bien le raisonnement et il explique comment on passe d'une étape à l'autre dans une démonstration mathématique. Et attention, les points de vigilance pour ne pas se tromper, et c'est assez remarquable de ce point de vue-là. Et tu penses que tes étudiants s'en servent ou pas? Pour l'instant, tu n'as pas encore le partiel. Ils ont testé. En fait, c'est eux qui m'ont fait découvrir. Moi, j'ai entendu parler par eux avant d'entendre par les médias. Ils m'ont fait découvrir. Alors, au partiel, ça voudrait dire que les surveillants ne sont pas très efficaces s'ils l'utilisent au partiel. Bon. Et après, pour eux, leur travail personnel, pour l'instant, je pense que c'est vraiment les débuts. Après, va falloir qu'on fasse autre chose que de donner des devoirs maison. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Parce que le risque, c'est que c'est difficile à détecter pour l'antiplagiat. T'as testé Oui. Alors, moi, j'ai entendu parler de ça par mes enfants. Donc, pendant les fêtes de Noël, ils ont fait inventer des jeux vidéo à ChatGPT. En fait, ils lui ont demandé d'écrire les lignes de code. Et alors, je suis incapable de... Alors Bruno, puisqu'on était hier avec Bruno Maisonnier, d'ailleurs, allez regarder ça si ça vous intéresse, qui est donc sa boîte faite de l'intelligence artificielle, s'appelle Another Brain, disait que sur le code, oui, il donnait, si tu veux, un point de départ, mais que, en tout cas, lui, ses développeurs qui, évidemment, n'étaient pas très satisfaits du résultat. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire que c'est rigolo, mais il y a des gros bugs, qui sont vite repérés. Mais il disait, on gagne du temps. Ouais. Voilà. Et le deuxième cas, c'est que on devait rédiger des modes d'emploi. Et la manière de structurer un mode d'emploi, on lui a posé la question, comment bien structurer un mode d'emploi? Et pour le coup, on a trouvé que c'était brillant. Parce qu'il avait repéré, en fait, toutes les différents... Le sommaire, en fait, a bien utilisé le plan du mode d'emploi. Il y avait 2 ou 3, peut-être, rubriques qu'on n'aurait pas imaginé de récupérer sur la façon d'utiliser une des fonctionnalités d'un logiciel. Quelle histoire. Bon alors, mon cher Guy, comment est-ce que tu... J'adore cette histoire. Bah évidemment, mais elle a énormément d'entrées, donc... Oui. Non, et en plus, quand tu as fait l'introduction, tu as montré un peu l'émoi qu'il y avait autour de ChatGPT, ça ne m'étonne pas, parce que ChatGPT est en train de mettre le doigt sur cette révolution numérique. Alors, éducation, santé, coding, etc. Et donc,
tout le monde se sont concernés et tout le monde a cette réaction de dire « Ah, ça y est, mon emploi va disparaître, ces examens, c'est n'importe quoi, etc. » J'ai quelques réactions par rapport à ça. Moi, la première, c'est que je trouve que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que après Facebook et ses quelques difficultés, on voit là que Google est challengé. Alors qu'il y a encore 3 mois, on nous aurait dit Google, c'est impossible à bouger, etc., etc. Voilà, le numérique vous le démontre. Moi, ça fait des années que je le dis, rien n'est jamais acquis. Vous savez, moi, il y a 40 ans, IBM était le grand méchant loup. Moi, aujourd'hui, bon, IBM est un acteur banal. Ça, c'est le premier point, qui est plutôt une excellente nouvelle sur les repères que nous avons. Alors maintenant, sur les questions d'examen, alors ça, c'est mon régal. Ancien prof de maths, je le rappelle. Voilà, ancien prof de maths qui a vu l'avènement des calculatrices et des calculatrices programmables. Et tout ce que nous disons là, c'est exactement ce que l'on disait. Comment on va faire ? On donne des problèmes, ils nous les font avec la calculatrice, ils vont plus savoir compter, etc. Et au contraire, j'avais subi une formation à l'utilisation des calculatrices programmables comme outil pédagogique, et on a vu se révéler, j'avais des élèves en LEP qui résolvaient des problèmes en programmant, ce qui était incroyable. Donc c'est un outil. Donc si, messieurs les enseignants, vous ne voulez pas que vos examens soient complètement déphasés par cet outil, eh ben, il va falloir que vous cassiez la tête à faire des examens qui tiennent compte de ChatGPT. C'est ce qui va arriver. Je suis totalement d'accord. Voilà, c'est bien oui, non mais je mais bien sûr. Moi, je termine l'argumentaire. C'est que justement, ça montre. Et d'ailleurs, c'était un peu la précédente discussion. Ça montre notre sujet sur le progrès. Vous avez un tsunami qui est en train d'arriver. Arrêtez de résister. Voilà, préparez-vous à cette vague en apprenant à surfer. Pour tous les sujets, je peux prendre le sujet. Le ChatGPT, c'est vrai, c'est arrivé aujourd'hui comme un point d'orgue de tout ça. Et c'est formidable, parce qu'au moins, vous allez commencer à vous casser la tête sur la transformation de l'éducation. Et d'ailleurs, moi, j'ai participé à un MOOC. D'ailleurs, je veux le citer parce que ce professeur est tout à fait, on va dire, en anticipation. Il s'appelle Alain Goudet, il est prof à Neoma. Il a créé tout un MOOC sur la transformation numérique. Et lui, il est tout à fait prêt à s'adapter à ces nouveaux enjeux. Donc, c'est tout. C'est une révolution. Préparez-vous, formez-vous, parce que vous ne pourrez pas l'arrêter. C'est ce oui, merveilleux adage, quand le vent souffle, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Voilà. Toi, tu fais une éolienne. Toi, tu fais une éolienne, toi. Voilà. Un champ d'éolienne. Non, mais en plus, je trouve que c'est un côté amusant. Et à la différence peut-être de certaines autres grandes transformations numériques, c'est très proche. C'est-à-dire, c'est très proche de nous, tu vois. C'est-à-dire que l'accès est immédiat. C'est-à-dire que tu tapes, tu récupères le truc. Je trouve que c'est très pédagogique, plus pédagogique que certaines grandes évolutions auxquelles on n'avait pas accès. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Guy, et qui est le cœur de la transfo, puisqu'on parle quand même aussi des entreprises. Et c'est vraiment alors ce qu'on apprend, ce qui est le métier du groupe Open quand ils font de l'intégration, c'est tu peux pas intégrer un système si tu n'intègres pas les hommes. Et la seule manière maintenant, en fait, ce que nous dit Chat, d'intégrer les hommes, c'est de dire ça va changer tout le temps. Apprendre à apprendre, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant, quoi, en fait. Ça va changer tout le temps. Mais c'est clair. Mais à côté de... Pardon Guy, mais ça peut être un peu flippant quand même. Tu comprends ? C'est-à-dire, donc nous, on est, Clément, là, mais nous, on est au bout d'un long chemin, mais avant la prochaine réforme des retraites. Si, en termes professionnels quand même, globalement. Bon, voilà. C'est très flippant, à tel point que je te rappelle le titre de mon livre, qui est « L'apocalypse numérique n'aura pas lieu ». Ouais. Voilà, et je prépare parle pas d'apocalypse, moi je parle d'un truc épuisant, parce que sans arrêt. Donc là, la demi-vie des compétences, la fameuse demi-vie, c'est 2 ans, et donc là, ça va être 6 mois, ça va être 3 mois avant de se reformer. Et c'est pour ça que j'ai voulu contrer ce discours du docteur Alexandre, etc., qui ont prévu, anticipé la disparition de tous les métiers. C'est faux, en particulier celui de développeur, ça m'a fait marrer. C'est faux, je lui dis, toi tu prévois qu'on ne va plus avoir besoin de développeurs grâce à l'intelligence artificielle, et maintenant avec ChatGPT, je ne sais pas ce qu'il aurait dit, et moi, je suis en train d'en rechercher 1000 de plus parce que je ne les trouve pas. Et la profession en cherche de 50 000 chaque année qu'on n'en trouve pas. Donc c'est ridicule. Voilà. Et donc, en fait, tu as raison,
de dire que c'est angoissant. Non seulement, pourquoi c'est angoissant? Parce que d'abord, c'est une rupture sur les codes, tel qu'on vient de l'expliquer, mais en plus, ça va à une vitesse qui est impressionnante. C'est ça. Alors, et ça, cette combinaison entre un changement radical et une vitesse de changement, c'est extrêmement anxiogène, et se sont engouffrés des dizaines d'auteurs, de journalistes et de films pour nous expliquer que ça va être l'apocalypse. C'est ça mon sujet. Là où c'est compliqué quand même, c'est que c'est pas que des transformations personnelles, c'est des transformations systémiques. Et les organisations, elles mettent du temps à se déformer pour appréhender ce genre de sujet. Et c'est là, potentiellement, que la vitesse d'exécution de ce genre de transformation peut être mise en question. Vous avez vu combien de jours il y a eu 1 million d'utilisateurs, hein, c'est en jours. Hein. Ouais. Pour l'avion, ça a été 60 ans, un truc comme ça. Faire évoluer une organisation. Clément ? Oui, non mais effectivement, ça a toujours été le cas, et du 19e siècle, c'était déjà pareil avec les luttes ludistes, ou même, moi je suis assez optimiste, quelque part, je suis assez Alfred Sauvy, ce fameux ouvrage, La machine et le chômage, qu'il a publié donc en 1980, et où il disait non, les emplois se déversent, il n'y a pas de destruction nette d'emplois, à croire que le progrès technique détruit toujours les emplois sans jamais en recréer, et là, bon c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur, mais au-delà de la peur, ce que va créer cette intelligence artificielle, c'est aussi un allègement, voire une suppression progressive des tâches inintéressantes, répétitives, que l'être humain n'a pas forcément vocation à faire toute sa vie, quel que soit l'emploi. Et c'est vrai pour le prof, c'est vrai pour le journaliste, c'est vrai pour toutes les entreprises. Et moi, ça m'a fait penser, en fait, cette intelligence artificielle au livre de Graeber sur les bullshit jobs. Et je me dis, finalement, est-ce que ce ne sera pas un moyen de remplacer un certain nombre de métiers pas très utiles ou purement administratifs ou pénibles? Bien sûr. Et moi, j'y crois. Voilà. Et c'est ce paradoxe ahurissant des gens qui pleurent sur la disparition des caissières. Mais allez à la caisse une journée, 2 jours, allez voir si finalement être en rayon, c'est peut-être pas mieux, tu vois. Enfin, c'est un truc de dingue, ça. Ou l'industrie, le culte de l'industrie. Mais Dieu sait qu'on va en parler du culte de l'industrie. Il se trouve que moi, j'ai fait mes études à Lille. J'ai fait la fermeture du dernier puits de mine à Lens, qui s'appelait le puits 417. Tu vois des gars détruits, mais c'est pas à 64 ans qu'ils étaient détruits, bon Dieu, qui portaient la dernière gaillette, donc le dernier bout de charbon, comme si c'était leur bébé. Mais ce charbon les tuait. Enfin, c'est incroyable, cette histoire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais, alors, il y a une autre entrée, tu l'as dit. Juste, il viendra nous voir, parce que j'en parlais hier. Carlo Purasanta, qui est donc l'ancien patron de Microsoft pour la France, qui écrit un bouquin donc, qui est très intéressant, qui s'appelle L'élan décisif. C'est un bouquin alors que tu pourrais signer dès demain. Sauf qu'il raconte ce que sont pour lui les hyperscalers. Et il dit, donc, il écrit ce bouquin, il l'a écrit il y a 6 mois, ce bouquin. Il raconte ce qui se passe autour du cloud. Et c'est marrant parce qu'il a quitté Microsoft, donc maintenant il peut dire la vérité. Et il dit en gros, Amazon, donc Web Services, a démarré le premier sur le cloud, l'hyperscale justement. Et Microsoft donc a énormément investi. Le point le plus intéressant, qui explique bien, écrit-il, le monde hyperscale est le suivant. Malgré cet investissement gigantesque de Microsoft et 15 années de travail, quand on regarde factuellement la stabilité et le niveau de disponibilité de l'infrastructure, Amazon Web Services possède toujours un avantage compétitif et propose toujours une qualité de service plus élevée. Quelles en sont les raisons? Les 2 ans d'avance au tout début que nous n'arrivons pas à rattraper. ChatGPT fait exploser tout ça. Exactement. Et même donc les certitudes de ceux qui étaient au cœur de cette industrie. Microsoft qui va en profiter. Et alors effectivement, c'est Microsoft qui va peut-être en profiter, puisque Microsoft a investi dans cette histoire au départ. J'en profite pour dire que c'est dommage, ou il est encore temps d'ailleurs, que l'Europe ne se lance pas sur ces sujets. Voilà, parce que voilà une façon de contourner les retards que nous avons sur d'autres sujets, en particulier comme le cloud. Et je pense que ça devrait être, encore une fois, au centre des réflexions que l'Europe peut apporter. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit encore le cas. Tu sais, Guy, c'est le sujet de tous les sujets. On en reparlera peut-être la prochaine fois. Ça m'échappe. Et Bruno, qui était là hier, c'est la grande question. Puisque, effectivement, on pouvait partir de rien et arriver à ce résultat-là, pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas fait? Alors qu'on a soi-disant les meilleurs matheux, les meilleurs ceci. Mais c'est pas soi-disant, non, c'est vrai. Bah, je suis pas sûr que ce soit vrai, puisque pour le coup, on n'y arrive pas, tu vois. Mais pourquoi si ça se trouve, ceux qui ont développé ChatGPT aux États-Unis, ce sont des Français, hein?
Parce que je peux te dire... C'était la réponse de Bruno. Ah bah oui, attendez, je suis au conseil C'était la réponse de Bruno, c'était ils partent en fait. Voilà. Je suis au conseil Mais d'administration alors pourquoi ils partent d'orientation de code d'ingénieur et en informatique et je vois chaque année la queue des entreprises américaines qui viennent recruter On parlait de nos la rémunération des développeurs. chercheurs. Bon, Oui. la carte carbone. Cédric Villani avait pas mal travaillé là-dessus, sur le lien entre l'intelligence artificielle, la rémunération des chercheurs dans ce domaine, etc., qui rendait la France un peu moins compétitive. Cédric Villani est peut-être une bonne application de ce que l'intelligence artificielle peut amener aussi un certain nombre de dérives dans le champ de la pratique. Quelle langue il va prendre je sais. Oui, la pratique politique. Dans le champ de la politique. pratique quotidienne en général. J'aimerais voir Cédric Villani Non, faire mais cuire son un œuf, rapport, je suis tu as pas raison sûr. de souligner, c'était très intéressant. Oui. Bon, attends, parce que je veux qu'on finisse quand même avec, comment on dit, Clément, les taxes pigousiennes. Pigouvienne. 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 Donc, cette histoire est formidable. Donc, Emmanuel Combes, alors que vous connaissez, grand spécialiste notamment de la concurrence, qui est venu nous voir régulièrement, et donc qui écrit ce petit papier dans l'opinion. Je ne sais pas si on va voir l'image du papier. Donc sur l'idée d'une carte carbone individuelle. Le principe, mis en évidence dans la littérature académique dès le début des années 2000, dit-il, est simple. Chaque citoyen se voit remettre une carte carbone qui lui donne un droit annuel d'émettre une certaine quantité de CO2. Par exemple, dans le cas de la France, comme l'empreinte carbone totale est fixée à 300 millions de tonnes à l'horizon 2035, que nous serons 68 millions d'habitants, chaque Français se verra doté d'un budget carbone de 4,5 tonnes, soit la moitié de ce qu'il consomme aujourd'hui. Il devra utiliser sa carte carbone à chaque fois qu'il commettra un acte qui consomme du CO2. S'il n'utilise pas son budget carbone en totalité, il pourra le revendre à une autre personne qui souhaite disposer de plus de crédits, etc., etc. Et donc là, alors, elle parle des réseaux sociaux. Émeute sur les réseaux sociaux. Mon cher Denis Père, c'est-à-dire ce qui a un peu ému Emmanuel Combes, c'est que, à la limite, de la part de gens qui comprennent rien à l'économie, bon, pourquoi pas, mais même un Denis Père qui dit mais c'est le début de la dictature, c'est le stalinisme du carbone, etc., etc. Donc Emmanuel essaye de dire, et c'est pour ça Clément que je voudrais que tu nous racontes ça, il dit mais vous savez que c'est dans la littérature économique depuis des dizaines d'années, et c'est même un ferment libéral, dit Emmanuel. En fait, quand on lit, j'avais pas vu la tribune, donc quand tu nous l'as envoyé, effectivement, j'ai lu. Alors, ce que dit Emmanuel Combes, il y a juste une petite... Il y a quand même deux choses. Dans la littérature économique, quand il parle des années 2000, c'est vraiment pour les entreprises, et c'est la genèse un peu du marché carbone. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les individus, consommateurs, etc. Et après, ce qui moi m'a un peu étonné quand on commence à lire, c'est qu'Emmanuel Combes, il est quand même plutôt libéral, on le connaît pour ça, il a été jusqu'à peu vice-président de l'autorité de la concurrence, et... Finalement, ce que tu cites, Père, moi je suis assez d'accord avec cette idée qu'à un moment donné, il y a la liberté individuelle et que les deux ne sont pas compatibles. Moi j'en reste vraiment, vraiment convaincu. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la taxe pigouvienne, donc la taxe environnementale, alors quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Ça peut être une taxe type... C'est quoi une taxe pigouvienne? Tu peux nous dire Oui, très alors rapidement simplement, c'est une taxe qui vise à faire payer ceux qui polluent ou ceux qui consomment un produit qui a pollué. Voilà. Alors c'est le pollueur-payeur, Voilà, le exactement. principe, donc du nom de l'économiste Pigou du début du XXe siècle, qui à l'époque donc avait théorisé cette idée pour lutter contre les émissions de smog à Londres, qui faisait beaucoup de morts dans les années 1920 et qui a fait écouter son poste à Churchill quand il était Premier ministre, puis ça s'est prolongé assez longtemps, ces nuages de smog. Alors bon voilà, la taxe pigouvienne, elle prend des formes très diverses. C'est un outil qui est très recommandé par la théorie économique, et on en avait déjà parlé ici avec le rapport Tirole-Blanchard. C'est le principal outil, effectivement, pour rendre compatible la croissance et le développement durable, y compris avec un mécanisme d'ajustement aux frontières, qui reste dans les règles de l'OMC. Par contre, lorsqu'on est sur le marché le marché des droits à polluer, mais c'est plus tellement politiquement correct, donc le marché des quotas d'émissions, comme on dit, ou cette espèce de carte-là, c'est pas le même outil, c'est pas la taxe pigouvienne. Mais je suis pas d'accord. C'est pas. Alors, on distingue vraiment les trois grands outils. Ça va être le marché des droits à polluer, la taxe et la Si tu réglementation. veux, juste, et je vais vous laisser vous exprimer, mais moi, l'idée que j'ai en tête, c'est celui du code de la route. C'est-à-dire que tu es quand même, attention, c'est-à-dire, tu ne fais pas ça ex nihilo. Tu fais ça dans l'idée que tu as face à toi quelque chose qui potentiellement peut détruire l'humanité, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Évidemment que sans cette menace ultime, et sur le code de la route, c'est des millions de morts sur les routes, sans cette menace ultime, évidemment, tu fais pas ça. Et là, tu inventes quand même une règle qui me semble juste, équitablement répartie, et qui permet en plus
de transférer effectivement sur ceux qui consomment le plus et qui sont les plus riches, Oui. davantage d'efforts par rapport à ceux qui consomment le moins et qui sont les plus pauvres. Disons que on n'utilise pas exactement le même système de prix entre la taxe et cette carte carbone ou ce marché carbone, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Fondamentalement, la taxe, elle modifie le prix de marché pour tout le monde et le comportement. Si on est assez libéral, parce que Pigou est vraiment un économiste très très libéral, quand il écrit, un grand opposant à Keynes par exemple, c'est quand même cette idée que globalement, celui qui génère la pollution, il va payer, mais il va payer au moment même où il génère la pollution. Et quelque part, il y a cette idée qu'on modifie le système de prix que pour celui qui va soit générer la pollution, soit créer de la pollution. La carte carbone, on ne sait pas quelles en sont vraiment les modalités. C'est parce qu'effectivement, quand on a peur de la dictature, etc., si c'est juste un transfert en termes de prix, il suffit d'acheter, de recharger sa carte, pour moi, effectivement, c'est très similaire à la taxe carbone, au sens où, quelle est la différence entre supprimer la TICPE, qu'on paye tous si on achète du gasoil ou de l'essence, et utiliser sa carte bancaire reliée par un mécanisme quelconque, qu'on ignore, à une carte énergétique qui fait qu'on doit racheter... Voilà. C'est la même Tu chose. fais ton plein, Mais tu perds du crédit n'oublions jamais que ceux qui ont théorisé, c'est quand même plutôt la littérature hétérodoxe, hein. Il est gentil, Emmanuel Combes, mais quand même, dans les années 2000, ceux qui théorisent ça pour le consommateur, c'est plutôt, l'hétérodoxie décroissante. Ceux qui pensent la carte carbone derrière, ils ne pensent pas simplement ni un mécanisme qui remplace la taxe, ni un mécanisme entre guillemets purement libéral, avec un transfert parfait entre ceux qui consomment plus et ceux qui consomment moins. Ils pensent à une limitation. Ouais, c'est ça. Et à resserrer petit à petit la limite. Lietz, un décroissant aujourd'hui, a une phrase que moi je trouve en fait symptomatique de ces gens-là. Je parle des économistes décroissants qui disent « Je suis venu au vert par le rouge ». Ouais. Ce sont des communistes. Voilà, je veux dire, fondamentalement, je ne dis pas ça d'Emmanuel Combes, hein, mais fondamentalement, ceux qui veulent instaurer une carte énergétique, ils n'ont pas l'idée. Il sait quel est l'argument qui me fera vaciller. Hein, Clément. Pas simplement, mais ils n'ont pas l'idée simplement derrière qu'on va payer 3 € de plus avec une carte énergétique. Bon, je passe sur l'usine à gaz, que ce serait. Ça, c'est une autre question. Et moi, je rajouterais, parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup tout ce que tu viens de dire, mais j'irai beaucoup plus loin encore. C'est que moi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, on n'est pas loin du crédit social chinois. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ta phrase « je suis venu au vert par le rouge », j'ai été sensible. C'est que, en effet, là, comme tu le dis, ça paraît il y a une certaine légitimité. Mais enfin, je peux te dire aussi, mon cher, écoute, si tu traverses en dehors des passages cloutés, tu es dangereux pour la nation, tu vas nous coûter de l'argent, donc je vais t'enlever des points. Donc c'est ce principe, en fait je crois que c'est ça que voulait dire de Dipper, il me semble. Hein. Mais ce serait pas mal d'enlever des points aux piétons oui, qui... oui, mais on a vu jusqu'où ça peut aller. Ou aux vélos qui grillent les feux, ou aux voitures qui roulent trop vite. Ce principe de carte, de crédit, etc., est un principe totalitaire, par définition, puisque il s'agit en effet de restreindre un certain nombre de libertés en suivant ton comportement. Oui, mais ça, c'est notre quotidien, de la vie en société, ça, restreindre un certain nombre de libertés. Alors, si tu as envie de pousser... Je te dis, c'est le code de la route. Mais non, non, c'est le code de la route. Oui, mais là, c'est nominatif et centralisé, quand même. C'est vrai. Parce que je veux dire, si tu achètes ton gasoil... Ton permis à points aussi, il est nominatif et centralisé. D'ailleurs, ça a été un combat homérique pour l'imposer face à la justice. Je veux dire, tu pollues, entre guillemets, parce que tu remplis ta voiture d'essence... Personne ne le sait. Je veux dire, tu payes ton gasoil, etc. C'est quand même un acte. Ah oui, derrière, tu vois l'outil de surveillance. La carte individuelle énergétique, c'est un outil plus individualisé quand même que. Bénédicte, un peu de sagesse dans nos arguments. Sagesse. Je ne sais pas quoi en penser pour être honnête. Ah, je ne très sais bien. pas quoi en penser parce que ce que je me dis, c'est que on a quand même un problème devant nous que personne ne sait encore résoudre, et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on propose pour le résoudre est quelque chose qui enfreint nos libertés. Et la question est, est-ce qu'on va trouver quelque chose qui n'enfreint pas nos libertés et qui règle le problème du climat ? Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Et donc, que des incantations. Exactement. Et donc, du coup, je suis mal à l'aise à le bazarder d'un revers de main, parce que la question, c'est que plus les échéances approchent, et plus on se trouve confronté à la recherche de quelque chose à faire. Alors après, moi, ça m'embêterait beaucoup, hein, parce que, comme vous tous sans doute, mais quand on a des enfants qui habitent à l'étranger, les questions de droit carbone
avec les allers-retours en avion, parce que Jean-Claude dit il en faut 4 par vie. 4 par vie. Il y a une élue de Paris Quatre par écologiste vie. qui s'est fait rattraper par la patrouille là-dessus. Tout à fait. 4 par vie. Et alors moi, 4 par vie, je renonce à voir mes enfants, ever. T'as la visio, c'est horrible. Tu as le monde, Guy, si tu veux, tu les vois en visio. Non, mais ils vont te dire que la visio, ça consomme. Donc, chaque fois, ils vont te trouver quelque chose. Voilà, donc du coup, je ne sais pas quoi en penser. Juste pour finir, c'est un petit bouquin formidable dont j'ai déjà parlé hier, Rodolphe Bonas, édition Kawa, 40 innovations retail. Et donc, il y a évidemment tout ce qui se joue dans le retail autour de cette histoire-là. Et donc, il y a un magasin à Stockholm, enfin c'est une chaîne d'ailleurs alimentaire qui s'appelle Félix, et qui a proposé donc de faire payer ses courses en CO2. Donc, votre ticket de caisse est automatiquement converti en impact CO2 et vous êtes limité à 18,9 kg de CO2 par personne et par semaine. Voilà, vous ne pouvez pas acheter plus. Sinon quoi? Vous ne pouvez pas acheter plus. C'est le sinon non, quoi. mais voilà. Dans ce magasin. Alors, c'est parce que tu me manges ma chute. Tu me manges ma chute parce qu'en fait, l'expérience a duré 2 jours. Parce qu'en fait, c'est effectivement pas de nappe. Mais l'idée est là. Et donc, l'idée, effectivement, des promoteurs de ce truc-là, c'est que tu vois concrètement devant les rayons que, en prenant, j'en sais rien, moi, un produit végétal, tu vas avoir beaucoup moins d'impact qu'en achetant un steak de viande. Voilà, une côte de bœuf. Voilà. Et tu vois. Bon, l'initiative n'a duré que 2 jours, mais c'était mais c'était pas Félix un en Suède. laboratoire de recherche en psychologie des foules ou un truc comme ça? Ah non, c'est une vraie. Ah non, c'est le grand mérite de ce petit bouquin, c'est que c'est la vraie vie. Tout ce qu'il raconte, c'est la vraie vie. Hier, on racontait les robots de Bruno Maisonnier. Voilà, je te le dis juste très vite, Guy. Donc, c'est au Japon. Le café, donc, il n'y a que des robots qui servent. Les robots sont pilotés par des handicapés qui sont chez eux. C'est-à-dire qu'en termes d'inclusion, ça va plus loin que tout ce que tu peux imaginer, qui sont, pour certains d'entre eux, ne sont même pas au Japon. Et tu as une transformation là, du monde du travail, sachant évidemment toute la difficulté qu'il y a, etc. Et si tu as des robots, tous les problèmes des shifts à 8h, à 18h, etc., tout ça est réglé. Voilà, non, c'est des vraies choses. Voilà. Bon, donc... Non, mais disons que, en fait, juste si je vais résumer, cette carte carbone, si elle est juste un transfert, une sorte de taxe déguisée, je vois pas du tout l'intérêt. Les taxes existent justement pour ça. Si c'est juste pour dire... celui qui consomme plus doit racheter du carbone. De toute façon, s'il consomme plus de carbone, il payera plus de taxes. Non. Alors en fait, non. Voilà, je vois pas trop la différence. Mais non, c'est tout le sujet des Gilets jaunes. Ce fameux sujet de la taxe carbone, donc, la taxe carbone, mais vous inquiétez pas parce qu'elle va vous être restituée. Le problème, c'est qu'elle va dans la machine de l'État et qu'elle n'est jamais restituée à ceux qui en auraient besoin. C'est tout le sujet de la taxe carbone sur le diesel qui démarre les Gilets jaunes. Là, c'est mes crédits carbone à moi. J'en fais ce que je veux. Donc si je veux les vendre... Et si je veux les vendre, je les vends. Tu comprends? Voilà. C'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu du revenu universel, si tu veux. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Après, j'entends vos arguments, qui est de dire c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si tu commences avec ça, effectivement, traverser dans les clous, c'est un très bon exemple. Tu es dangereux pour la société, ce qui est vrai. Et donc, tu vas avoir un crédit social. Si on veut consommer plus de carbone, mais que le marché n'en offre pas davantage. Mais le problème, c'est que, le problème, là où on en est, c'est que le marché en offre toujours plus. Oui. Je vous ai pas mis l'image. Bien sûr, je ne sais pas où la mettre, cette image-là, du record. On est quand même 2022, c'est le record historique de profit des compagnies pétrolières. Après tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait depuis des années, record historique de profit des compagnies pétrolières. Le marché sera toujours là pour servir la demande. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu dis chaque personne a 10 crédits et que tu ne peux avoir des crédits. Il est là, merci. Mais tu ne peux avoir des crédits en les rachetant que si d'autres acceptent de les vendre. Mais qui détermine le volume des crédits et qui s'assure que... Les accords de Paris. C'est-à-dire, tu as, il le dit, le chiffre, j'ai plus les chiffres, là, je vais pas te les retrouver, mais nous sommes 68 millions, nous devons émettre tant de tonnes, tu divises par 68 millions, hop, emballé, c'est pesé. Oui, donc ça fait quand même peser une contrainte, au sens où... Mais bien sûr. Mais la taxe fait peser moins de contraintes, d'une certaine manière. Oui, mais la taxe, mais le problème, c'est que la taxe n'est pas juste. Tu n'arrives pas à la rendre juste. On en parlera la semaine prochaine avec Anaïs Voigilis. Les crédits carbone de l'Union européenne, c'est l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est une catastrophe, en fait, pour l'industrie européenne. On ne peut pas racheter, en fait, à qui que ce soit. Non, mais bien sûr. C'est intéressant. Bon, on en reparlera. On va inviter Emmanuel Combe pour discuter de tout ça. Mais vous m'avez donné des arguments pour le contrer, donc ce sera une saine discussion. Je viens au vert par le rouge et le crédit social. je viens au vert par le rouge. Oui, et quand même, et l'inéluctable. Quand même. Et bien, face à ça, il y a l'inéluctable, exactement. Et l'idée que, compagnie pétrolière, on ne progresse pas
2022, record de consommation de charbon sur la planète. Voilà. L'innovation verte nous sauvera. Mais c'est là où... Il faudrait peut-être avoir 2-3 alternatives. Oui, c'est ça. Merci les amis, et on se retrouve demain. Demain, on fera un tour du monde de macroéconomie pure, brute macroéconomie, voilà, pour commencer à finir la semaine avant Aurélie Planex. On se retrouve demain.